On est nombreux ce soir, on est nombreux, c'est cool. Donc on reste sur notre rythme de à peu près un webinaire une fois par mois, c'est ça, Nico? On est à peu près Ça. chouïa, comme on dit au Maroc. Chouïa. Le prochain, c'est le 5 ou 6 mai. Ouais, le prochain, c'est le 5 ou 6 mai, ouais. Sur les Guêpes Frelon, j'aurai le plaisir d'animer un webinaire avec Benoît Klein, notre spécialiste Guêpes Frelon. On fera un petit point sur l'avancement du frelon asiatique en France. Avec aussi un peu des nouvelles techno pour détecter les nids. Il y a quand même des choses qui bougent. Parce qu'effectivement, on était habitué à frelon commun et guêpe germanique, mais le frelon asiatique vient mettre un peu le bazar. On a eu des chiffres en Espagne notamment qui disent que une grosse partie des abeilles, en tout cas du cheptel d'abeilles portugais, qui a été décimé par le frelon asiatique. Donc ça attaque fort en France, hein, c'est presque 70 départements couverts. Donc la problématique, c'est qu'il faut se préparer avec cette bestiole qui a des habitudes un peu particulières par rapport aux hyménoptères qu'on connaît. Donc l'idée, c'est toujours de refaire un petit point sur la détection, la lutte, le périmètre de sécurité, les EPI, les nouveautés aussi en termes de produits. Pas mal de choses qui bougent en ce moment, avec notamment des poudres qui sont un peu plus éco-compatibles aujourd'hui que les molécules de synthèse qu'on a connues il y a 20 ans. Donc l'intérêt, ce sera de faire un petit point là-dessus. Ce sera quand? Le 5 mai, Nico? 5 mai, je crois que c'est ça, ouais. 6 mai. Le 6 mai, donc, dans une semaine. Dans une semaine, on fait un petit webinaire, pareil, même format, 17h30, sur guêpes frelons. Et puis on fera un petit point un peu plus avancé sur biodiversité, puisqu'aujourd'hui on a la chance d'avoir mis en place une structure qui positionne des ruches en milieu industriel. Et donc on fera le lien aussi entre préservation de la biodiversité et comment s'inscrit la lutte du frelon asiatique, comment elle s'inscrit dans cette approche que les professionnels devront s'approprier de plus en plus sur je régule pas forcément une espèce, mais par la même occasion, je préserve la biodiversité qu'on pourrait appeler de la biodiversité ordinaire, parce que tous les sites industriels sont colonisés par de la biodiversité. Alors, pas forcément végétale, on n'est pas des spécialistes des végétaux, mais biodiversité ordinaire, plutôt insectes, mammifères et oiseaux. Donc, l'idée, c'est qu'on fera un petit point là-dessus aussi, sur comment le métier va aussi devoir intégrer cette démarche biodiversité, RSE, dans l'offre de services qu'elle fait autour des espèces animales envahissantes. Donc voilà, on va peut-être commencer, Nico, du coup. On commence, Olive, ça te va? Oui, allez, c'est parti. Est-ce que tu fais une petite presse rapide, Romain? Je prends le relais Ouais, après. voilà, on a toujours l'habitude de commencer un peu en entonnoir par les Voilà. caractéristiques de notre métier. On travaille sur les espèces animales envahissantes. Alors, c'est des nouveaux termes, on s'approprie ces nouveaux termes, on parle encore très fréquemment de nuisibles, c'est un terme qu'on n'aime pas trop. Nuisible, c'est une vision très humaine de ces espèces. Aujourd'hui, on travaille plutôt sur des espèces qui ont tendance à déséquilibrer les écosystèmes en leur propre faveur, et donc c'est la grande caractéristique des espèces contre lesquelles on met en place des plans de régulation, que ce soit les rongeurs, les punaises des lits, le frelon asiatique, le moustique tigre. Moustique tigre avec une actualité flambante, puisque c'est près de 6000 cas de chikungunya par semaine à La Réunion en ce moment. Donc on s'aperçoit que ces espèces envahissantes, au-delà d'avoir un impact sur la santé publique, elles ont aussi un impact sur la biodiversité, puisqu'on s'aperçoit que dans certains coins en France, notamment dans le sud-est, on a pu l'observer dans des piégeages qu'on a organisés, le moustique tigre petit à petit prend ce qu'on appelle l'habitus, ou en tout cas la niche écologique du culex. Et donc petit à petit, on capture de plus en plus de moustiques tigres et de moins en moins de culex, ou en tout cas, la biologie de ces espèces, elle s'adapte de manière à ce que ces deux moustiques se croisent peu. Donc on voit bien qu'au-delà de l'impact sur la santé publique qui est réel, on s'aperçoit que le nombre de chikungunya en ce moment sur la Réunion, il est immense. On n'a jamais connu ça. Donc une densité de vecteurs qui est très importante, mais également un impact sur la biodiversité, puisque ces espèces ont plutôt tendance à s'étendre, à prendre toute la place de l'écosystème qu'on leur laisse. Et donc notre métier, il est certes de protéger la santé publique, protéger la santé de l'homme et des animaux et de l'environnement, mais aussi, et de plus en plus,
d'enrayer un petit peu ces colonisations de manière à ce qu'on conserve des écosystèmes un peu plus stables, même si les écosystèmes dans lesquels on est amené à intervenir sont des écosystèmes plutôt artificialisés, comme le monde urbain. On s'aperçoit quand même que plus on intervient dans des milieux artificialisés, plus ces espèces ont tendance à être dans le déséquilibre écosystémique également. Et donc notre métier, c'est important d'y ajouter, c'est vraiment cette dimension protection de la biodiversité. Donc voilà, voilà. Donc effectivement, notre métier prend tout son sens. C'est ce que je disais, on était la semaine dernière au Maroc, on a eu la chance d'être reçu par les professionnels marocains. On parlait de pest control et de pest management. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle avec Olivier, avec Nico, en disant on est un métier qui passe du pest control au pest management. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans le contrôle, on est également dans l'anticipation, dans le monitoring, dans la prévention, dans les conseils aux clients. Et puis, la prochaine étape, c'est probablement passer du pest management à la gestion du risque, y compris celui pour la biodiversité. Donc, c'est la nouvelle brique technologique qui va nous attendre. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait des actions justes pour protéger la santé de l'homme, la santé de l'animal, mais aussi avoir le moins d'impact possible sur la biodiversité. On s'en aperçoit rapidement quand on fait du frelon asiatique, par exemple. Mettre un insecticide dans un nid de frelon asiatique en pleine nature, c'est pas anodin, mais c'est nécessaire. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on va plutôt parler de pest management avec précision. Le precise pest management, c'est dire, on intervient, on est des snipers, on va réguler une espèce en ayant le moins d'impact possible sur l'écosystème dans lequel cette espèce s'est développée. Donc, nous, en tout cas, on est persuadés de ça, c'est notre vision. Chez EasyPest, notre vision, c'est que il faut que le métier s'accapare cette dimension également santé publique. C'est vraiment l'essence même de notre métier, c'est ce qui nous différencie de la réglementation phyto, c'est ce qui nous différencie également de tous les traitements d'agrément. Nous, on fait des traitements de première nécessité. Et ce qui nous attend, c'est effectivement toutes ces questions sociales, toutes ces questions sociétales autour du respect de l'animal, de la souffrance animale, mais aussi du respect de la biodiversité dans nos actions. Donc c'est pour ça que voilà, le métier évolue, c'est une très bonne chose et on est persuadé que c'est la direction qui va prendre. Voilà, Olive, écoute, je te laisse prendre la main sur la partie métier de bouche. D'accord, on va faire un petit point. Ouais. Voilà. Merci Romain pour ton introduction. Donc on va parler un petit peu effectivement d'un secteur d'activité bien présent en France, les métiers de bouche, les boulangers, les restaurateurs, les pâtissiers, les charcutiers, qui sont confrontés à un certain nombre d'espèces qui vont devoir faire appel à un prestataire pour les gérer au mieux. Donc on va faire déjà un petit bilan de ce qu'on peut retrouver dans ce type de secteur d'activité. En termes on va dire de biodiversité, c'est un terme qu'on utilise beaucoup avec Romain, parce qu'on met sur un site, une boulangerie, on peut avoir de la biodiversité, effectivement, un certain nombre de nuisibles qu'on va retrouver, ou des espèces qu'on retrouve fréquemment, donc les rongeurs, principalement du rat brun et de la souris domestique, pour ceux qui sont en région parisienne, qui interviennent dans certaines boulangeries, on a parfois voilà, des populations assez conséquentes, notamment de souris domestiques. On va avoir un peu d'insectes rampants, notamment principalement des blattes, donc avec une espèce majoritaire pour les blattes germaniques, mais on peut retrouver dans certaines villes, voilà, la région parisienne et d'autres blattes, voilà, blattes américaines, blattes orientales, qui ont tendance à circuler effectivement dans les réseaux d'égouts, qui remontent parfois dans ces établissements. On peut avoir aussi du grillon domestique, assez fréquent dans les boulangeries. Le grillon, il aime bien la chaleur. Quand on fait des prestations, quand on chantait en plein été, voilà, on cherchait, c'est qu'on a des grillons qui sont installés aux abords du four et qui recherchent voilà, les points chauds. Bon, les insectes volants, un grand classique, dans le métier de bouche. On a tous vu effectivement des destructeurs d'insectes volants dans les rayons, voilà, boucherie, poissonnerie, dans la grande distribution. Voilà, donc on va essayer de gérer au mieux des problèmes de mouches, de drosophiles et aussi des mouches de psychodes qu'on va retrouver assez fréquemment. Et puis, souvent, à pas négliger, les insectes des produits stockés, puisque dans ces métiers de bouche, on va stocker parfois des denrées, des denrées alimentaires sèches, voilà, des épices, du riz, des pâtes, et puis on peut avoir effectivement un développement, une prolifération des teignes, qu'on appelle les pyrales, ou d'autres insectes, des denrées stockées, notamment la vriguette, parfois du charançon ou du sylvain. Donc ça, c'est souvent un vrai problème chez les boulangers quand on a des infestations
conséquente au niveau des balancelles, des chambres à farine, de tribolium ou de vrillettes, ça peut poser quelques problèmes sur le plan sanitaire. Voilà. Et pas oublier aussi que ces métiers réceptionnent des denrées alimentaires qui peuvent être infestées. On verra que parfois les contrôles des matières premières ou des denrées, c'est pas toujours bien respecté et pas bien réalisé, donc avec effectivement un souci de voilà, on stocke d'abord des denrées qui sont déjà infestées, ça pose quelques problèmes. Ça, c'est principalement là, les espèces qu'on va rencontrer dans ces métiers de bouche, mais on a ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des espèces un peu opportunistes qu'on va retrouver. Donc c'était aussi le débat effectivement de l'introduction de Romain. Culex et Aedes, les moustiques. Quand vous avez un restaurant, une terrasse, dans certaines régions, on a beaucoup de moustiques tigres et que effectivement, vos clients sont importunés par ce type de moustiques qui se font piquer, c'est pas très agréable. Vous avez forcément une perte de chiffre d'affaires ou une perte de fréquentation. On peut avoir des problématiques d'oiseaux dans ces métiers de bouche. Voilà, il y a parfois des restaurateurs qui se plaignent effectivement de moineaux, de goélands. Alors, sur le bord du littoral atlantique, les goélands peuvent chaparder, voilà, venir vous importuner pour aller chipper votre entrecôte. Vous êtes en train de prendre effectivement sur le bord de la côte. Voilà. Les hyménoptères guêpes, effectivement, tu en as parlé avec le prochain webinaire sur les greffes furlons. On a des guêpes, souvent il y a des boulangeries, de pâtisseries, on a quand même des produits sucrés qui peuvent attirer ces insectes l'été. En boulangerie, on va retrouver des lépismes, des poissons d'argent, fréquents dans certaines activités comme les boucheries, salaisons, charcuterie, d'amest et entraîne, qui sont capables, voilà, qui vont se nourrir de viande séchée, de déchets secs, d'origine animale. Des fourmis classiques, fourmis noires, mais particulièrement aussi la fourmi pharaon, qu'on va rencontrer assez régulièrement en boulangerie, dans certaines grandes villes, et puis aussi d'autres insectes qu'on appelle les psoques. Typiquement, ce sont des petits insectes pas forcément peu visibles, de petite taille, les 300, 400, 500 microns, 1 millimètre maximum, et qu'on va retrouver dans les emballages et les cartons, et donc ils vont contaminer les produits finis. Et puis il y a d'autres, voilà, vous avez quelques exemples, on peut parler voilà, des zoophones qu'on va retrouver l'été, qui rentrent en masse à certaines périodes de l'année. On peut avoir aussi des punaises phytophages, comme la punaise diabolique, qui peuvent pénétrer dans les bâtiments en arrière-saison. On a parfois quelques rongeurs opportunistes. Normalement, le Carelia, il m'est arrivé effectivement dans certaines boulangeries à la campagne, de retrouver une présence de voir les roux et d'autres rongeurs qui peuvent être intéressants à essayer de gérer au mieux. Donc, vous voyez, donc la liste est longue, elle n'est pas exhaustive, il y en a d'autres qu'on peut rencontrer effectivement dans ces métiers. Alors pourquoi on va rencontrer ces nuisibles? Tout simplement, ces métiers de bouche sont souvent des lieux accueillants pour voilà, non nuisibles. Si vous avez une présence de farine, les EPS et les rongeurs adorent ça. Les bacs à graisse dans les restaurants, en général, on a des soucis de blattes, des bacs à graisse pas assez entretenus, voilà, avec assez entretenu, donc avec un développement de blattes potentiel, et puis les IPS qu'on va retrouver dans les produits secs, dans les réserves sèches, donc les teignes, les tribolium, charançon, l'acarienne de la farine qu'on va retrouver aussi fréquemment dans des chambres à farine qui sont souvent des fois négligées en termes d'entretien. On a aussi de nombreux refuges. Voilà, on peut avoir des faux plafonds, des cloisons, des lignes techniques, des locaux techniques, des réserves voilà, attractives, des vides sanitaires qui peuvent héberger voilà, ce type de nuisibles. Donc ça, c'est assez fréquent. On est tout pour attirer ces nuisibles. Et puis, un point que vous rencontrez, je pense, assez régulièrement, un problème d'étanchéité. J'ai noté parfois perfectible dans ces locaux, dans ce secteur d'activité. Voilà, forcément, si les bâtiments ne sont pas étanches, les locaux pas étanches, c'est une vraie problématique de notre métier. La gestion des déchets qui peut être négligée. Voilà, une zone déchets, c'est important de la matière propre. Voilà, des déchets accessibles pour les rongeurs, d'autres nuisibles. Effectivement, ça favorise le développement de ces nuisibles. Donc là, c'est important d'insister. Le technicien doit apporter des conseils. Voilà, des bennes entretenues, fermées, dans un local propre. Et puis, on a souvent des locaux humides, des zones humides, chaudes également, et puis qui sont favorables à un certain nombre d'insectes. Dans une mangerie, il fait, dans le fournil, il fait 25-30 degrés toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on a une succession de générations. Sur les IPS, on va être sur du 4-5 générations par an.
puisque les conditions sont favorables, les températures sont optimales pour le développement court. Voilà, donc on a dans ces métiers de bouche de quoi travailler. Voilà. D'autres facteurs qu'on peut prendre en compte, globalement, là vous avez un petit graphique qu'on présente aussi pour le certifié. On voit que voilà, une étude a été faite sur certains nuisibles, on a quand même un nombre d'interventions qui sont en progression avec des chiffres de 10-15%, parfois un peu plus, hein, notamment sur la souris, vous voyez les puces, les blattes, les rats. Donc globalement, on a des nuisibles qui sont en progression. Romain l'a rappelé sur le moustique, mais vous avez la même chose sur beaucoup d'espèces, hein, le frelon asiatique, qui sont on parle de dynamique d'infestation plutôt à la hausse, hein. Et donc ça, alors, il y a plusieurs facteurs, hein. On a peut-être l'incidence du dérèglement climatique, peut-être, là. On a aussi les métiers de bouche, globalement, sont quand même concentrés dans le milieu urbain. Voilà, les restaurateurs, les boulangeries, et donc on a souvent une densité de population importante. Donc c'est effectivement, ces locaux sont sous pression. Notamment, je pense aux rats, souris et blattes, hein, qu'on va retrouver très fréquemment en milieu urbain. Parfois des contrats de gestion des nuisibles inadaptés avec des passages pas assez nombreux, donc avec une fréquence, voilà, 2 passages par an, un passage tous les semestres pour gérer les nuisibles. Si vous considérez une souris est capable de faire 8 à 10 portées par an, vous comptez pour les IPS minimum entre 2 et 4 générations par an, c'est sûr qu'un 2 passages par an ne vous ferait pas de miracle. Donc on a parfois des contrats qui peuvent être inadaptés. Là, vous avez tous constaté une réduction de l'arsenal biocide, globalement. Donc ça, on a des produits pas moins efficaces, mais on a un choix un peu plus limité qu'avant. L'interdiction du prolong letting, effectivement, qui a joué un rôle, effectivement, sur des contrats basiques. On avait 2 des 4 passages. En étant d'un battage permanent, on arrivait quand même à gérer convenablement la problématique des rongeurs. Là, c'était un peu plus compliqué, effectivement. Donc, il faut créer d'autres méthodologies et d'autres process. Le virage a parfois été un petit peu douloureux pour vos clients. Un monitoring qui est parfois insuffisant, je pense notamment aux IPS, on constate quand on fait des expertises, il manque parfois quelques pièges dans les réserves sèches, par exemple. Là, on stocke des produits qui peuvent intéresser les insectes des produits stockés. Les contrôles des matières premières peuvent être souvent, on va dire, soit pas faits, soit un peu négligés, hein. Dans le contrôle, effectivement, leurs matières premières, surtout la quantité, le type de produit réceptionné, mais pas forcément une analyse ou une inspection visuelle qui permettra d'identifier des problématiques de nuisibles. Donc ça, c'est souvent par manque de temps, souvent en manque de formation, hein. Le réchauffement climatique, on sait que c'est bénéfique quand même pour certaines espèces, ça c'est avéré. Et puis, on a parfois une absence de prestataires, il y a encore certains professionnels qui gèrent eux-mêmes la gestion des nuisibles, ils fonctionnent comme ils peuvent, pas forcément les compétences, les connaissances, les bons produits. Et donc effectivement, on arrive à des situations où quand on vous appelle parfois, il est trop tard. Parce que effectivement, votre client est envahi par les souris et il n'arrive plus à les gérer. Donc ça peut être un problème. Et il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, effectivement. Euh, Donc pourquoi on va lutter contre ces nuisibles dans les métiers de bouche? Bah, on a trois principales raisons. Globalement, on a les nuisibles, donc, vous le savez, sont responsables de dégâts parfois importants. Donc les rongeurs, vous avez une petite photo, là, vous avez un rat qui est rentré dans un boîtier électrique et qui est en train sûrement de ronger des câbles. Ça finit en incident électrique. Ça, c'est assez fréquent. Ça peut aussi, les rongeurs, ne pas oublier, dégrader les isolants. Dans ma longue carrière, j'ai déjà constaté la présence de rats ou de souris dans des fours, hein, au niveau des isolants. Donc on a une perte du pouvoir isolant de votre four avec une consommation énergétique un peu plus importante, donc pas négligé, hein. Dégradation des denrées alimentaires, c'est le cas pour les IPS et les rongeurs. Un rongeur consomme 10% de son poids par jour, hein. Et puis les IPS, si on ne fait rien, si on a des produits qui ont une faible rotation, on peut avoir une destruction totale de vos stocks. Et les blattes qui peuvent être à l'origine de court-circuit quand on les retrouve, les blattes, quand elles sont dans les boîtiers électriques, les boîtiers commandes, hein, qui, par déjection sur les circuits imprimés, peuvent provoquer des incidents, des pannes. Et donc avec une perte de productivité, avec une perte de chiffre d'affaires associée. Effectivement, on a le règlement sanitaire départemental, hein, qui impose effectivement de lutter contre ces nuisibles. Ça, c'est un basique. Donc,
Ça, c'est le premier point, donc les dégâts. Mais un point important dans le métier de bouche, hein, on fabrique, on transforme des produits alimentaires pour les vendre à des clients. Donc là, on a des risques sanitaires importants qui va être lié à la transmission par non nuisible d'agents pathogènes, donc parfois des virus, surtout des bactéries, ça peut être des champignons, voire des parasites. Donc, on parle de zoonoses, hein, de maladies qui peuvent être transmises en fait des nuisibles à l'homme. Donc, les rongeurs, vous connaissez le risque de leptospirose, qui n'est pas négligé. Voilà, hein, en France, à peu près 600-650 cas par an de gens effectivement infectés par cette maladie. Des salmonelles pour les rongeurs, mais pas que. Les blattes sont en capacité de transmettre des salmonelles et des listeria, donc sur du produit frais, ça pose quelques soucis de santé publique. Et la mouche, qui est un grand vecteur de pathogènes, hein, vous avez une mouche domestique, les études ont prouvé qu'une mouche pouvait héberger à peu près 4 millions de bactéries pathogènes, notamment des virus, des bactéries de type salmonelle ou des colis. Donc une mouche qui pénètre chez un traiteur et qui va contaminer de la viande fraîche, voilà, ça pose quelques problèmes. Et puis un impact négatif aussi sur l'image du professionnel des métiers de bouche. Effectivement, quand vous faites vos courses et vous voyez des mouches sur les étals, c'est pas très vendeur. Vous avez, je pensais, une petite vidéo virale que j'ai contrôlée tout à l'heure, une vidéo d'une souris qui circule dans un magasin Paul, voilà, une célèbre boulangerie qui date de 2006. Hein. Cette vidéo est encore présente sur YouTube et sur différents sites. Voilà, et ça a effectivement provoqué un petit peu un mini-scandale. 2006, hein, guerre de Lyon, je crois que ça a été filmé. Voilà, donc un impact négatif chez les professionnels, effectivement, quand on a des problèmes de nuisibles, quand vous avez des rongeurs dans les surfaces de vente, dans les grandes distributions, au rayon boucherie, voilà, ça fait plus rire tout le monde, hein. Ni le responsable du magasin, ni les clients. Voilà, pour les métiers les risques. Donc, des risques sanitaires, des risques liés aux dégâts, voilà, et une risque sur l'image. Donc, on a parlé un peu du paquet hygiène et de la démarche HACCP, parce que là, c'est vraiment les deux fondements de ces métiers qui doivent respecter un certain nombre de prérogatives en termes d'hygiène. Donc, on va parler un petit peu juste, j'ai 2 slides à présenter sur la démarche HACCP, qui va être la base un petit peu du paquet hygiène et que tout le monde utilise, hein, que ce soit les industriels en agro, en industrie pharma, vous avez le simple boulanger, le charcutier, votre fromager, il fait du HACCP à longueur de journée sur un certain nombre d'items. Donc cette démarche, elle a été initiée par la NASA, tout simplement, dans les années 60, hein, lors du lancement du programme spatial pour conquérir la Lune. Hein, c'était pour garantir la sécurité des aliments des astronautes. Donc on a mis au point un système d'analyse des dangers à chaque étape de la production voilà, pour maîtriser les process et s'assurer que les aliments qui étaient donc envoyés et donc transmis aux astronautes étaient sur le plan sanitaire de très bonne qualité. Donc il y a un règlement aussi, hein, l'article 5 du règlement, un règlement 852/2004, donc c'est un règlement européen, voilà, qui prévoit l'obligation pour tous les exploitants, hein, du secteur alimentaire, hein, de maintenir des procédures fondées sur les principes de la HACCP. Donc ça, c'est un peu gravé dans le marbre. Donc les dispositions ne s'appliquent pas à la production primaire, mais voilà, les industriels de l'agro s'y tiennent, votre boulanger, votre charcutier, votre restaurateur, responsable d'un restaurant, d'un grand restaurant, applique voilà, cette démarche, ces principes. Donc cette méthode HACCP ou principe HACCP, on parle plutôt de méthode, elle est basée sur l'analyse de gestion du risque lié à une production. En fait, on va revenir un petit peu sur, pour ceux qui sont dans une démarche CEPA, ou bien dans la démarche CEPA, en préambule, vous faites une analyse des dangers, une analyse de risque, hein, par rapport aux nuisibles, et puis voilà, c'est un petit peu cette méthode-là qu'on va appliquer au monde voilà, des métiers de bouche. Donc cette démarche, c'est la pierre angulaire, donc elle est basée sur 7 principes, hein. Donc analyse et gestion du risque lié à une production. Donc on va globalement, c'est une méthode qui va définir, qui évalue et qui maîtrise les dangers qui menacent la salubrité et la sécurité des aliments. On parle de sécurité alimentaire, on parle effectivement de danger. Un danger, c'est quoi? En fait, voilà, je vous donne une petite définition. C'est un agent biologique, ça peut être un agent chimique, ça peut être un agent physique qui peut raisonnablement susceptible de causer une maladie ou une blessure, hein, en l'absence de son contrôle. Donc, si vous avez des particules métalliques dans un aliment, ça peut poser problème.
Voilà. Voilà, si vous avez des déjections rongeurs qui, effectivement, sont porteurs de pathogènes, ça peut poser problème. Des insectes morts ou vivants, c'est un problème, c'est un corps étranger. Voilà, des fients d'oiseaux qui sont parfois porteurs de pathogènes, c'est un problème. Des bactéries, des virus, voilà, des pathogènes qui peuvent être effectivement transmis par un nuisible. C'est un agent biologique qui nous pose un problème sur la partie salubrité, sécurité des aliments. Donc, dans cette démarche, on parle de critical control point, point critique. Voilà, donc ça c'est important. Donc c'est ce que vous faites tous les jours. Vous allez voir, on va vous illustrer en fait cette démarche dans notre métier, le 3D. Et en fait, on a appliqué la HACCP sans s'en rendre compte. Donc cette méthode, cette démarche, elle est basée sur 7 principes. Globalement, vous avez et ce qui se réalise en 12 phases. Donc les 7 principes, c'est un, l'analyse des dangers. Le, c'est l'instauration de points critiques. 3, l'instauration de seuils critiques. Le point 4, le quatrième principe, c'est la surveillance. Voilà. Le 5e, c'est les actions correctives qu'on va mettre en place pour minimiser le risque. Et puis le 6, c'est la vérification. Et le point 7, le principe numéro 7, qui est fondamental, c'est la traçabilité. On en parlera à la fin de ce webinaire. Donc, si on applique cette démarche par rapport à notre métier, bah, vous allez voir qu'on a fait, depuis une vingtaine d'années, on fait de la HACCP sans vraiment s'en rendre compte. Donc, les points critiques pour la sécurité des aliments, bah, ça va être, on utilise comme des produits soit nocifs, voire toxiques pour certains, qu'on utilise sur les sites, qu'on fait des traitements pour gérer les nuisibles, des rodenticides nocifs, parfois qui ont la mention CMR. Vous avez effectivement, on utilise aussi des insecticides, donc on a une notion de résidu. On peut avoir voilà, avec un risque de contamination accidentelle du produit fini, des résidus d'insecticides, voilà, j'ai pas pris de précautions, des corps étrangers, donc du type cadavre de rongeurs, insectes, déjections, poils, etc. Donc qu'est-ce qu'on a fait au cours de ces 15 dernières années? Eh ben, on a mis en place, en agroalimentaire et dans les métiers de bouche, ben, un certain nombre de mesures pour maîtriser ces risques. On a commencé à travailler, voilà, ça fait très longtemps maintenant que vous travaillez avec des appâts non dispersibles dans ces métiers-là. Et en industrie agro, on a bien, c'est très longtemps qu'on n'utilise plus de blé empoisonné, on utilise des blocs ou des pâtes balais. On a aussi, maintenant, vous avez dans l'obligation de travailler avec des postes d'appâtage sécurisés. Voilà. Il faut bien brocher l'appât aussi d'ailleurs. Vous avez une petite photo qui est bien illustrée. Les appâts doivent être brochés pour éviter que les rongeurs les transportent en dehors du poste d'appâtage. On vous demande aussi d'ailleurs, c'est notifié dans les AMM, de fixer les postes d'appâtage. Donc là, vous voyez, on sécurise la prestation. Quand on fait des traitements insecticides dans ces milieux, voilà, les métiers de bouche, on va plutôt utiliser des matières actives qui se dégradent rapidement, notamment par la lumière, les pérités naturelles. Ça, c'est important pour éviter d'avoir des résidus sur le long terme et qui pourraient contaminer les produits alimentaires ou les denrées alimentaires. On doit respecter des délais de réentrée, voilà, ça c'est important. Et puis les UV, par exemple, on a tendance à installer sur ce type de segment, métier de bouche, des UV avec des plaques de glu, pour éviter les projections de particules A5, c'est le risque qui est lié aux DUV à plaques électriques, aux grilles électrocutrices. Donc on a tendance à mettre des DUV effectivement en plaques de glu, on évite, on supprime ce risque. Donc on doit sécuriser nos prestations dans les métiers de bouche. Alors, il y a une question là, je peux fixer les postes avec une vis ou c'est une obligation? Non, 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 on vous demande de fixer les postes dans les AMM qui sont délivrés par l'ANSES ou par lien de fixation du poste, si possible d'ailleurs. Mais si tu la fixes de manière rigide avec une vis, voilà, c'est tout à fait accepté. Le câble, voilà, c'est une méthode qui permet de fixer le poste plus facilement et on évite de percer. C'est plus facile pour le technicien. La méthode de fixation n'est pas conseillée. Il n'y a pas de règle dans les AMM. Donc, ça, c'est la HACCP et on a le paquet hygiène. Alors, on y vient. Donc, c'est l'ensemble de textes européens, de règlements européens qui sont effectivement applicables pour tous les États membres, les 27 États membres de l'Union européenne, qui a été mis en vigueur donc, au 1er janvier 2006. Donc, ça commence un petit peu à dater. On va fêter l'année prochaine. Voilà. Donc, s'applique à l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, production primaire, animale, végétale, jusqu'à la distribution au consommateur final.
Voilà, effectivement, et dedans, on a le métier de bouche, hein, voilà. Effectivement, votre boulanger, votre charcutier, votre pâtissier, également dans le transport, on a intégré le transport dedans, dans le pack hygiène. On doit se conformer à un certain nombre de règlements européens. Voilà, ça c'est important. Donc, ce pack hygiène, il fixe quoi? Donc, ça permet aux professionnels d'atteindre voilà, des objectifs à atteindre, voilà. Donc, en termes de sécurité et d'hygiène, hein, en laissant quand même une certaine latitude sur les moyens, quand même, hein. Il y a des choses qui sont écrites, mais voilà, le professionnel peut quand même prendre des initiatives, il n'y a pas de souci. Et dans le paquet hygiène aussi, il y a des services de contrôle. Naturellement, on va contrôler effectivement si tout ça c'est respecté. Donc, dans le paquet hygiène, effectivement, il y a un règlement qui va encadrer les contrôles, hein, et on verra un petit peu qui contrôle. Les organismes en France qui sont en capacité de contrôler vos clients, notamment la partie pest control peut être intégrée dans le pack hygiène. Je ne vais pas vous embêter, il y a différents règlements. Vous avez, il y en a donc 5, hein. Le dernier, c'est le 2017-625, donc c'est pour les contrôles officiels, hein. On va encadrer effectivement les contrôles. Effectivement, on intègre aussi, vous voyez, la santé et le bien-être des animaux, hein, c'est intégré dedans. L'hygiène des aliments pour animaux, donc pet food, c'est le règlement 183. Le 853, c'est pour tout ce qui est hygiène des denrées alimentaires, donc d'origine animale. Voilà. L'hygiène des aliments, c'est le 852. Et le 170, le règlement 178, hein, c'est le faux de l'eau, voilà. Principe généraux du cadre réglementaire. Je ne vous embête pas, mais il y a le paquet hygiène, retenez que c'était voilà, un ensemble de règlements européens, voilà, qui s'imbriquent les uns dans les autres. Donc l'impact sur les métiers de bouche, alors l'impact du paquet hygiène depuis 2006, eh ben, c'est que vos clients, hein, sont dans l'obligation de mettre en place des bonnes pratiques d'hygiène. Voilà. Donc ça peut être des choses toutes simples, hein. On vous demande de porter la charlotte, effectivement, l'hygiène corporelle des employés, important. On va se laver les mains régulièrement avant la prise de poste. Voilà. Par exemple, pour éliminer un maximum de germes pathogènes qu'on va porter via les mains. Donc ça, c'est important. Et puis, à la suite de la mise en place des bonnes pratiques d'hygiène, on va mettre en place, le professionnel des métiers de bouche va mettre en place des bonnes pratiques de fabrication. Voilà. Donc c'est tout un tas de choses qui va être mis en place, hein, le respect de la chaîne du froid, par exemple, des procédures, hein, des process de fabrication, le respect du FIFO pour la gestion des stocks, donc, hein, ce qu'on appelle le first in, first out, ce qui rentre en premier doit sortir en premier. Voilà, donc une gestion des stocks qui doit être intégrée pour les professionnels des métiers de bouche. La traçabilité exhaustive, on l'avait déjà dans la HACCP, donc naturellement, le pack hygiène l'intègre. Et puis, dans notre secteur d'activité, on va devoir mettre en place, notamment pour la restauration collective et la restauration commerciale, qui font partie des métiers de bouche, hein, ce qu'on appelle des PMS, un plan de maîtrise sanitaire, dans lequel, effectivement, il y a quelques exigences en termes de gestion des nuisibles. Donc, on va les voir. Pour exemple, voilà. Donc, les bonnes pratiques d'hygiène, là, effectivement, vont déboucher sur des guides de bonnes pratiques, hein. En général, vous avez des guides des bonnes pratiques par secteur d'activité. Vous avez des guides des bonnes pratiques d'hygiène pour la pâtisserie, pour la boulangerie, pour la charcuterie, pour le boucher, hein, qui sont en général rédigés par des experts et puis validés par l'ANSES. En général, il y a quand même l'ANSES va vérifier que tout ça c'est conforme. Alors, donc, c'est une obligation, hein, la mise en place des bonnes pratiques d'hygiène, c'est obligatoire. Ça, il y a un règlement qui le stipule, c'est 852. Et puis, vous avez 5 jours de contamination, hein, qu'on va retrouver dans les métiers de bouche, des grands classiques, on appelle ça la règle des 5 M. Donc la main-d'œuvre, effectivement, pour le premier M. Alors, si le personnel qui travaille sur le site ne respecte pas les règles d'hygiène, lavage des mains, par exemple, le temps de travail adapté, on peut contaminer le produit. Le matériel qui peut être souillé, donc on doit devoir le désinfecter et nettoyer régulièrement. Les matières premières, donc respecter les DLC et les DULO. Voilà, le contrôle des stocks, la gestion des stocks est importante. Les méthodes de travail, hein, et des process à respecter. Tout ça, c'est écrit par secteur d'activité. Et on a dans les 5e le milieu environnement, le milieu environnant, effectivement. Et puis, effectivement, si vous avez une mauvaise gestion des déchets, ça pose problème. Une qualité de l'air qui est défectueuse, ça pose problème. Et voilà, on a intégré dedans, dans les 5e, la lutte contre les nuisibles. Voilà, on intervient ici. Effectivement, si vous ne gérez pas correctement les nuisibles sur un métier de bouche, ça peut poser quelques soucis.
Quelques exemples hein, pour les bonnes pratiques de fabrication. Hein. Donc, vous voyez, un boulanger, quand il découpe son pain, il y a un risque de contamination avec des moisissures. Voilà. Et donc, pour limiter ce risque, il va devoir nettoyer voilà, sa trancheuse régulièrement, hein, de manière régulière, désinfecter, et plutôt de réaliser une coupe sur du pain refroidi et non du pain chaud. Voilà. Lorsqu'il fabrique la pâte, voilà, il doit éviter les corps étrangers, effectivement, du verre, du plastique, de la graisse ou autre chose. Donc, on va, pour limiter ce risque hein, de corps étrangers, on va demander effectivement au boulanger de travailler dans un endroit protégé. Il va veiller aussi, effectivement, il va éviter ce type des crépiers écaillés, des supports fissurés, des vitres brisées, éclairages abîmés, tout ça, c'est notifié dans les bonnes pratiques de fabrication. Donc, des logos propres, entretenus, de bonne qualité. Et un boucher, par exemple, il va devoir nettoyer son plan de travail très régulièrement hein, avant de commencer le matin. Voilà. Entre deux opérations, de nettoyer son plan de travail, pouvoir le désinfecter pour éviter les contaminations croisées. Et puis, tout ce qui est matériel, ustensiles, couteaux, trancheuses, effectivement, il va devoir nettoyer, désinfecter très régulièrement, avec des fréquences qui vont être déterminées en fonction du risque. Donc des choses très concrètes qui sont écrites. Hein, je me suis amusé cet après-midi à lire les bonnes pratiques de fabrication d'un boulanger. Il y avait une trentaine de pages. Les étapes sont bien répertoriées, et voilà, avec des bonnes pratiques qui sont fortement conseillées pour les professionnels. Donc, comment on va organiser un petit peu la lutte contre les espèces envahissantes dans ce cadre du paquet hygiène? En fait, c'est simple. Hein, alors, vous avez ici j'ai fait une copie d'écran du plan de maîtrise sanitaire. Hein, là, c'est de la restauration collective. Vous voyez, il y a tout un pavé sur les bonnes pratiques d'hygiène, la lutte contre le nuisible. Là, vous avez quelques exigences. Voilà. Hein. Donc, on doit mettre en place une lutte préventive, c'est indiqué clairement, hein, aux abords, en, donc en œuvre, hein, en fonction des abords et de la conception des locaux. Bon. Donc ça peut être un peu l'analyse des dangers que vous allez faire en préambule avant de composer un contrat. Vous faites une analyse de danger, quel est le risque. On vous demande pas de nuisibles ou de traces, donc les déjections, c'est indiqué. Voilà. En cas de contrôle, on ne veut pas trouver de déjections de rats, de souris. Voilà. Des animaux domestiques ne sont pas tolérés, forcément, pour des raisons sanitaires. Voilà. On vous parle aussi d'étanchéité, globalement. Hein. Il faut que l'établissement de restauration collective, pas de point d'entrée pour les nuisibles, des portes fermées. Voilà, comme vous le dites, c'est un préambule indispensable. Les moustiquaires effectivement sur les fenêtres, etc. Les abords salubres, donc les abords du bâtiment propres, entretenus, les espaces verts entretenus. Les biocides, naturellement, vous devez les utiliser conformément aux restrictions du fabricant. Voilà. Et puis, si vous avez une gestion interne, parce que votre professionnel peut gérer en interne, c'est la gestion des nuisibles, il doit quand même respecter le stockage dans de bonnes conditions, donc un local spécifique, on revient un petit peu, donc le local fermé à clé, etc., etc. Donc, on doit surveiller régulièrement, donc les mesures de contrôle, c'est surveiller régulièrement les locaux et les dispositifs qu'on a mis en place sur site, vos pièges à rats, vos postes d'appâtage, les pièges insectes, voilà. Et un certain nombre de choses, de documents, on parle de la traçabilité à conserver, donc vous voyez, on parle de fiches techniques des produits biocides, on vous parle de le plan de lutte, le plan de sanitation, le plan d'appâtage, vous l'appelez comme vous voulez. Hein, on va localiser tous les dispositifs sur un plan, naturellement, à jour, et on doit conserver un certain nombre d'enregistrements, notamment les comptes rendus d'intervention ou les bons d'intervention hein, lorsqu'on confie la gestion des nuisibles à un prestataire. Et quelques mesures, hein, liste non exhaustive, voilà, des mesures collectives, donc le plan d'entrée, un plan d'action curatif en cas de manifestation, vous voyez. Hein. On peut utiliser des appâts toxiques dans les règles de l'art, hein, si on fait appel à un prestataire, si c'est une manifestation majeure ou récurrente, c'est tout à fait toléré. Et toutes les denrées qui sont susceptibles d'être contaminées par des nuisibles doivent être détruites ou contaminées par des produits biocides. Donc ça, c'est le PMS pour la restauration collective, mais vous avez un plan pour la restauration commerciale, donc voilà, le restaurateur qui a pignon sur rue, donc on retrouve à peu près les mêmes items, voilà, les attendus à minima, donc c'est à minima, les mesures de contrôle, on a la même chose, et puis toute la partie documentaire, traçabilité, on retrouve les mêmes exigences. Donc en résumé, un
donc tout ce qui est restauration, métier de bouche en général, il faut un plan de lutte contre les nuisibles. On va devoir intégrer effectivement les abords extérieurs dans la lutte. Voilà. On doit utiliser, de façon assez normale, et c'est le cas, des produits biocides conformément à la réglementation en vigueur, donc tout ce qui est respect des usages qui sont notifiés clairement sur les étiquettes. Voilà. Pas de surdosage. Voilà. Voilà. On respecte la cible. Voilà. On doit respecter le nombre par temps de betting, donc l'interdiction de l'abattage permanent. Pas toujours simple quand on passe que 2 ou 4 fois, mais c'est fortement conseillé. Voilà. On vous demande une absence de traces ou de nuisibles. Un contrôle régulier des dispositifs. Donc là, on ne vous impose pas globalement une fréquence, mais on verra que voilà, c'est minimum 4. Hein. Si vous arrivez à vendre du 6, du 8, c'est mieux. On vous parle d'entretien des locaux. Hein. Tout ce qui est étanchéité, profiling, c'est important. Voilà. Et on doit détruire les denrées, forcément, qui sont contaminées soit par des visibles, soit par des produits biocides, lorsqu'on a des résidus à des taux élevés. Et puis, on doit mettre en place une traçabilité. Et ça va être le sujet les derniers slides. Donc, si vous voulez, globalement, quelques conseils. Hein. Donc, dans ces métiers quand même un peu sensibles, hein, on vous demande de faire des prestations de qualité. Donc, on va vous demander, par exemple, dans les rongeurs, on peut faire du monitoring avec des placebos en zone sensible, voilà, zone de préparation, cuisine. Voilà. On doit fixer tous les postes. Hein, nos postes d'abattage sécurisés, obligatoires. Hein, tout ce qui est poste et pièges, on les fixe. On peut effectivement, dans les locaux, type locaux déchets, locaux électriques, là, on peut conseiller comme des pièges qui vont capturer les rongeurs, parce que là, si vous mettez des placebos, ça va être compliqué, voilà, à gérer. Donc, peut-être dans ces quelques pièges à rongeurs dans ces zones, on sait que les rongeurs peuvent fréquenter ces locaux assez fréquemment. Les DEIV, bah, on vous conseille fortement des DEIV à glu, c'est préférable. Et puis, bah, ne pas oublier de mettre un ou deux pièges, voilà, atteignent des pièges pour les coléoptères des denrées stockées dans les réserves sèches où on a souvent des problématiques d'insectes des produits stockés. Tout ce qui est zone chaude et humide, zone cuisson, vestiaire, voilà, des pièges à blattes, ça marche bien, c'est pas trop onéreux, donc ça peut faire un monitoring efficace, d'identifier la présence des blattes et d'évaluer le niveau de population, voilà. Et puis privilégier les biocides à faible rémanence, on est quand même sur des milieux sensibles, voilà. Le but, c'est pas de laisser de résidus. Et en cas d'infestation majeure, hein, ou récurrente, on peut mettre en place, hein, c'est pas interdit, on peut mettre des apparts rodenticides, voilà. Naturellement, en respectant voilà, les, les exigences qu'on retrouve dans les AMM, donc le diagnostic initial qui va prouver la présence du rongeur, voilà. Un contrôle hebdomadaire, voilà. Un diagnostic de suivi à J plus 35, et puis des appâts non dispersibles, naturellement, des postes sécurisés, l'étiquetage réglementaire, un petit rappel par rapport aux certibiocides, et indiquer, cocher la matière active, le numéro d'AMM, les mentions obligatoires. Et puis le contrat, au minimum 4 par an, mais si vous avez pour des sites sains, des sites qui quand même constatent des infestations récurrentes, un minimum de 6 voire 12 est fortement conseillé. Si le contrat est sous-dimensionné, ça sera compliqué pour vous. Alors, ouais, c'est l'étiquetage, ouais. Sur la boîte, oui. Merci Nicolas. L'étiquetage qu'on va retrouver sur le poste d'appâtage lorsqu'on utilise effectivement des appâts toxiques. Donc la traçabilité fondamentale. Donc vous devez fournir à vos clients un certain nombre de documents, le rapport d'intervention, le bon d'intervention, obligatoire, un petit rappel, en cas de contrôle, ça va être demandé, y compris pour les interventions. Une bonne traçabilité des biocides. Donc on vous conseille voilà, de mettre au minimum sur vos rapports d'intervention, mais non commercial, la quantité, le numéro de lot. Voilà. Un petit exemple. Voilà. Alors, on sait que le technicien, il a utilisé du sel Ontra, voilà, 60 grammes. On a des choses précises. Ça prend quelques secondes. On a même des outils informatiques hein, qui permettent de renseigner de la traçabilité très rapidement. Voilà. Point important. Donc, tout ce qui est recommandation, conseil technicien, voilà, il faut le noter dans les rapports. Un plan d'appâtage, c'est indiqué dans le PMS. Voilà. Les FDS des produits biocides disponibles, vous allez utiliser sur le site obligatoire, donc les TP4, les désinfectants TP14, TP18, rodenticides, insecticides, TP19, tout ce qui est répulsif, et puis phéromones, voilà. Les fiches techniques,
Voilà, ça, c'est inscrit dans le PMS. Voilà. Ça, vous pouvez les transmettre. Naturellement, les certifiés des techniciens qui sont en charge des prestations, important, c'est souvent des documents manquants. L'assurance, naturellement, RC. Le contrat, si vous avez effectivement la gestion est confiée à un prestataire. Et puis le planning des interventions, c'est un petit plus. En cas de contrôle, voilà, les services de l'État, effectivement, auront bien une vision sur les interventions. À quel passage, il faut effectivement avoir un planning à quel passage. Voilà. Les contrôles sanitaires, il y en a peu, il y en a quand même. J'ai été chercher des informations cet après-midi. Donc, il y a un certain nombre d'organismes en France qui vont faire des contrôles sanitaires dans les établissements donc alimentaires. Donc, en 2024, par exemple, dans les commerces et restaurants, a priori, 100 000 contrôles ont été effectués sur le territoire français, même temps y compris. Donc, on a un système en France qui est plutôt bien performant, un des plus performants au monde, mais il y a quand même beaucoup de contrôles. Donc, il y a 3 organismes à retenir qui qui sont susceptibles de faire des contrôles chez vos clients. Donc, la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Voilà. Il y a une capacité d'intervenir. Vous avez la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. C'est elle qui fait le plus de contrôles. Et la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui peut être appelée à venir chez vos clients pour contrôler notamment les biocides utilisés. La DREAL, en ce moment, essaye de trouver une solution pour freiner la diffusion du sniper 1000C là, qui a fait un coup d'éclat encore, des gens qui ont été intoxiqués la semaine dernière. Donc, un nombre de contrôles donc, conséquent, et ces 3 entités sont capables aussi de vérifier si la partie gestion inéligible est correctement effectuée. Alors, il y a quelqu'un qui a été contrôlé, donc je ne raconte pas de bêtises. Contrôle effectivement des contrôles biocides, voilà. Est-ce que vous avez utilisé des produits homologués sur le marché français? Est-ce que vous respectez l'interdiction d'empattage permanent? Etc., etc. Effectivement. Donc là, un plan, voilà, un plan tout simple. Donc là, vous avez un plan formatisé, mais un plan papier, ça peut suffire, avec la nomenclature des dispositifs installés voilà, autour des bâtiments et dans le bâtiment, voilà, tout simple. Donc ça, c'est important. Voilà, les fiches de sécurité qu'on va transmettre. Alors, vous avez aussi, on vous demande soit une traçabilité papier, mais vous pouvez, si vous avez un logiciel qui intègre des documents, c'est tout à fait accepté. Voilà, le type de document, donc ça c'est le mien, c'est mon certificat aussi que vous devez fournir. D'ailleurs, il n'est pas signé, c'est pas bien. Ça peut être un écart, donc pensez aussi à faire signer des certificats à vos techniciens. Et ces documents signés seront transmis effectivement à vos clients. Voilà, j'en ai fini. Effectivement, pour finir, donc si vous voulez aller plus loin dans ces histoires de qualité, donc on propose effectivement une formation de 2 jours qu'on appelle la quali-sanitation. Voilà, on vous forme sur 2 jours sur les aspects narratifs, référentiels dans les milieux sensibles, donc l'industrie agro, les métiers de bouche, l'industrie pharmaceutique, le packaging. Donc, on vous parle d'IFS, de BRC, donc des exigences, ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, c'est 2 jours de formation intéressant qui permet de maîtriser tous ces process et travailler en étant conforme de bout en bout pour éviter que vos clients se prennent des écarts ou des non-conformités lors des audits ou des contrôles. Donc, on a 2 formations. Il y en a une en présentiel Quimper le 5 et 6 mai. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire sur notre site, comme d'habitude, site EasyPest, et on fait de la visio. Il y en a une qui est programmée le 19-20 juin. Mais globalement, on fait une session, on fait 8 à 10 sessions par an pour la qualification. Si vous n'êtes pas disponible pour ces 2 dates, il y aura d'autres dates qui vont être proposées. L'été un petit peu moins, mais à partir de septembre, on aura d'autres sessions. S'il y a des questions, c'est le moment. Voilà. Et vous pouvez poser des questions sur EasyEye. Merci pour les informations. Coucou, c'est synthétique. Ouais, Voilà, s'il y a des questions sur EasyDiag, on est là, de toute façon, au cas où. Donc, normalement, j'ai répondu à toutes les questions sur le chat. Oui, j'ai vu. Ouais, merci, Nico. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on parle bien de la partie EasyDiag rongeur, je suppose. Donc, sur les kits EasyDiag rongeur,
aujourd'hui, vous avez, on va dire, 4 sources pour s'approprier le kit EasyDiag Rongeur. C'est-à-dire que si vous voulez des petites quantités et de façon très rapide, vous pouvez vous les procurer sur nos 3 distributeurs, c'est-à-dire Biosinov, Kilgerm et Lifatech. Et si vous voulez des grosses quantités, cartons de 25, on peut vous les fournir directement, en sachant que le prix de la fourniture d'un kit, c'est 30 € le kit. Hein, et ensuite, l'analyse sera de 150 € et on facturera l'analyse à réception du compte rendu. Voilà. En sachant que la partie donc EasyDiag Rongeur, comment ça fonctionne. Donc l'objectif, c'est qu'un kit, vous allez avoir des gants de protection microbiologique et chimique qui vous permet de pouvoir récolter les excréments. Donc c'est environ 5 crottes de rat par échantillon que vous pouvez prendre soit de façon dispersée sur un site, soit de façon détaillée sur un site pour pouvoir cartographier un site complet. Donc c'est 5 crottes de rat par échantillon, une dizaine de crottes. Alors 150 € l'analyse, pas 15 € l'analyse, Olive. Bon. C'est pas une promo. Oui, 150 €, oui, oui. C'est pas assez cher. Oui, oui, 150. Et une dizaine de crottes Oubliez de les zéros. souris par échantillon. Voilà. Ouais. Là, on est plutôt content parce que dernièrement, on a eu des résultats de tests sous une semaine, sous 8 jours. Hein, donc nous, c'est vrai qu'on garantit plutôt 15 jours. Et à partir de là, effectivement, donc on est capable de détecter 12 espèces de rongeurs de mammifères, 9 mutations génétiques à l'origine des cas de résistance sur les premières générations et secondes générations d'anticoagulants. Et ensuite, on est capable de pouvoir détecter 8 agents pathogènes, hein, avec où on a des fiches sanitaires par l'ARS, hein, comme tout ce qui est Campylobacter, Clostridium, Pseudomonas, Listeria, Salmonelle, Leptospirose. Et oui, je sais, ça fait rêver. Mais en tout cas, quand c'est... et on en trouve beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, les 3 quarts des échantillons qu'on a en analyse, on a soit des agents pathogènes, soit de la résistance. Hein, c'est très rare aujourd'hui d'avoir des analyses où j'ai pas grand-chose dedans. Et c'est vrai que pour votre information, donc là, depuis le début de l'année, on a fait plus de 50 analyses, alors que l'année dernière, on en a fait 76 sur toute l'année. Donc là, on est vraiment sur le bon filon. En tout cas, on est vraiment sur la bonne notion de distribution. Voilà. Dans quelle situation typique le prestataire estime qu'il a besoin d'EasyDiag ? Je vais te donner plusieurs exemples, Hélène. C'est typiquement le fait où tu passes du temps sur une dératisation, tu vois que tu as de la consommation, mais que tu galères. Typiquement, tu vas faire le test et puis tu vas t'apercevoir que soit tu as de la résistance, ou soit, comme dernièrement, en fait, tu as mis plein de choses et on a eu le cas, en fait, c'était pas du rat brun, mais c'était du rat noir. Voilà. Et Arnaud le dit très bien, c'est-à-dire que si vous arrivez sur un site que, en même temps, vous pouvez avoir un client qui n'a pas la notion du risque, vous pouvez aussi faire le test pour potentiellement lui mettre en avant les agents pathogènes. Et qui dit agent pathogène dit désinfection après derrière. Alors, pas forcément en cas d'échec, Hélène. Voilà. Parce que parfois, c'est aussi pour adapter tout de suite le bon outil dès le départ. Et aussi mettre en avant potentiellement le risque sanitaire. Voilà. Effectivement, Régis le dit, hein, avant la signature d'un contrat, avec Olivier, on connaît le dispositif depuis quelques années, puisqu'on l'a utilisé en tant que prestataire il y a quelques années en arrière. Et on l'utilisait justement pour avoir le bon diagnostic et avoir la bonne boîte à outils avant de mettre en place un contrat ou avant de mettre en place mon curatif. En fait, tu peux l'avoir dans un premier temps sur la partie en amont pour avoir le bon outil, mais également, si tu galères, et puis si à un moment donné, tu estimes qu'il peut y avoir un risque sanitaire sur ton produit. C'est-à-dire que si ton client veut s'assurer qu'il y a un risque ou pas, pour pouvoir, on va dire, mettre le paquet dans tes méthodes de lutte, et bien là, c'est quand même important. Moi, je vais revenir 3 ans en arrière, où je me rappelle, on était avec toute l'équipe, on était à Lyon, on se faisait un petit repas d'équipe. Et puis, l'après-midi, on avait reçu un test positif sur du rat noir avec du Clostridium dans un entrepôt alimentaire qui était dans le Benelux. Le lendemain matin, à 9 h, on y était. Et on faisait l'audit du site. Et derrière, on a mis en place des systèmes de désinfection sur l'ensemble de l'entrepôt, le temps de régler la problématique de rat noir. Or que tout le système qui était mis en place était sur du rat brun. Voilà. Et le rat noir était dans le contrat. Donc, le prestataire, il devait assurer sa garantie sur le rat noir. Voilà. Donc, le système EasyDiag Rongeur vous permet soit en amont de faire le bon diagnostic et de pouvoir mettre en place un curatif ou un contrat en adéquation avec la problématique, soit si on galère,
on a un traitement qu'on met en place, on pense que ça fonctionne, mais on galère depuis des mois. Et puis là, on s'aperçoit que la cible n'est peut-être pas la bonne, ou il y a des cas de résistance. Ou parfois, en plus, il y a des agents pathogènes et je dois mettre en place un système de désinfection en plus par la suite. Voilà. Donc, les cas sont multiples. Et moi, c'est un outil en lequel je crois, que j'adore. Avec Romain, avec toute l'équipe de formateurs d'ailleurs et d'auditeurs, quand on est en audit, on a toujours des kits sur nous. Quand on voit un risque, on appelle le client, on demande à un moment donné s'ils veulent faire le test ou pas. S'ils veulent, on a tout ce qu'il faut sur place, on le fait. S'ils ne veulent pas, en fait, chacun prend ses responsabilités. En tout cas, dans le cadre de nos audits, on met en place ce conseil-là également. Voilà. Et ça reste aujourd'hui l'unique outil génétique pour la détermination d'espèces, des cas de résistance, mais également des agents pathogènes. Voilà. C'est un super outil, hein, très facile d'emploi. Il faut Voilà juste ce être que je pouvais élégant dire en pour tout cas sur la contaminer les partie EasyDI. lieux. Voilà. Et donc, s'il y a des c'est questions, comme dit Romain, alors Olivier, on ne t'entend pas, hein, au cas où. c'est un outil pro avec une fiabilité parfaite, parce qu'on parle de génétique. Est-ce qu'il y a d'autres Donc, s'il n'y a pas de questions? questions, pas d'autres questions, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Romain, tu veux faire un petit mot de la fin? Ouais, simplement remercier tout le monde. C'est toujours un bon moment de passer du temps avec vous. Là, c'est effectivement un webinaire très spécialisé. Moi, j'aurai la chance d'animer le prochain, le 6 mai, sur gestion, notamment frelons asiatiques en lien avec la problématique que doit s'approprier le métier, qui est également la gestion de la biodiversité. Donc, j'espère vous retrouver nombreux. La saison arrive, ça commence à sortir, que ce soit les moustiques ou les fondatrices. Donc voilà, l'idée, c'est de refaire un petit point avec Benoît Klein sur effectivement cette gestion du frelon asiatique. Ouais, alors oui, le replay il sera diffusé sur nos réseaux. Hein, donc pas de souci, il sera diffusé sur le replay YouTube sera diffusé la semaine prochaine sur la chaîne YouTube Easy Group. Voilà. Comme tous nos replays, vous pouvez y retrouver nos replays gratuitement, sans aucun problème. Pas de souci. Voilà. Écoutez, bonne fin d'après-midi pour voilà. tous. Profitez du soleil. Top. À bientôt. Merci à tous, à toutes et tous. Ça fait plaisir de vous retrouver, même si ce n'est que virtuel. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Allez, on se dit à très vite. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Ciao.